et bienvenue pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Alors que Hercules vient d'ouvrir ses portes en principauté, en amuse-bouche de ce meeting, une épreuve de triple saut a été organisée sur le port Hercule, rassemblant beaucoup de monde hier soir. Nous vous parlerons dans ce journal d'une expérience insolite et inédite. 4 plongeurs enfermés dans une station de 10 mètres carrés vont découvrir les fonds marins méconnus de la Méditerranée durant 28 jours. Il s'agit de l'opération Gombessa 5. Le Grand Cordon d'Or fête un demi-siècle, 50 ans déjà que ce concours de cuisine rassemble l'élite de la gastronomie française. Nous vous en parlerons dans cette édition. Retour sur le concert d'orgue qui a été donné à l'église du Sacré-Cœur. Et puis nous vous parlerons également dans ce journal de l'une des expositions phares du Grimaldi Forum, Chaumet en majesté. Et puis nous écouterons le co-commissaire de cette exposition qui n'est autre que Stéphane Bern. Ce sera notre invité du week-end. Nous ouvrons donc ce journal avec le meeting Hercules. Alors vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre page Facebook. En amont du rendez-vous de ce soir au Stade Louis II, l'épreuve du triple saut qui a rassemblé énormément de monde hier sur le port Hercule et de nombreuses personnalités également, dont le prince souverain. Faisons tout de suite le point avec Émilie Rousseau. Comment donner le goût de l'athlétisme, l'envie de venir assister au meeting Hercules? Eh bien, l'IAAF a trouvé la parade en délocalisant une des épreuves de la Diamond League en amont du rendez-vous phare au Stade Louis II. Comme il peut se faire sur d'autres étapes du circuit, cette année, c'est le triple saut qui a été choisi pour faire la promotion du meeting monégasque. Une épreuve spectaculaire rassemblant les meilleurs athlètes au monde. Catherine Ibargüen, championne olympique, ou Yulimar Rojas, championne du monde en titre. On s'attendait d'ailleurs à un duel entre les deux sauteuses. Si le spectacle aura été au rendez-vous, la Colombienne n'aura pas réussi à trouver le bon tempo. La Cubaine Povea, elle, confirme ses derniers bons résultats en terminant deuxième du concours. Et c'est Rojas, en patronne, avec un bond à 14,98 m, qui s'adjuge la première place. Je suis super contente du résultat de ce soir. C'est une piste compliquée. Je n'ai pas l'habitude de sauter sur une piste comme celle-ci qui ressemble à des championnats en salle. J'ai eu besoin de 2-3 sauts d'adaptation et le résultat est là. Il faut continuer sur cette lancée. Continuer sur cette lancée en vue des championnats du monde à Doha. Yulimar Rojas a un titre à défendre. Les mondiaux approchent à grands pas en effet. Je continue de travailler pour être prête le jour J et je suis la championne du monde en titre. En ce moment, je suis en forme, je prends petit à petit mes repères et je sens que je peux sauter plus loin. La performance de ce soir m'encourage encore plus. Près de 200 personnes auront assisté à l'épreuve du triple saut, parmi elles le prince Albert II, Sébastien Coe, président de l'IAAF, mais aussi Sergueï Boubka, Renaud Lavillenie et un invité surprise, le boxeur Tony Yoka, venu supporter Rougui Diallo. Malheureusement, la Française a manqué de 10 cm la qualification pour les mondiaux. C'est une première mondiale en principauté. L'expédition Gombessa 5 permettra d'explorer des fonds marins encore jamais visités. 4 biologistes plongeurs tentent une expérience inédite entre 80 mètres et 120 mètres de profondeur et ce durant 28 jours. Entre Marseille et Monaco. Regardez plutôt ce reportage, il est signé Vanessa Dessy. C'est une expérience hors norme et inédite qui fascine. Laurent Balesta a souhaité explorer les fonds marins de la Méditerranée sans se soucier du temps qui passe. Les écosystèmes sont très riches, entre 80 et 120 mètres de profondeur. Le biologiste marin a alors pensé à créer une station afin de mêler plongée à saturation et exploration autonome en recycleur durant 28 jours. C'est le mélange en fait de la plongée à saturation des scaphandriers classiques, les travailleurs sous-marins, avec la plongée loisir, mais un peu high-tech, qui est faite avec du recycleur électronique, donc un scaphandre fermé, un circuit fermé. Le mélange des deux, ça permet de passer beaucoup de temps au fond. Donc les plongeurs peuvent rester 3-4 heures à des grandes profondeurs sans avoir aucun lien, aucun ombilic qui les relie à la tourelle. Donc ils sont libres de leur mouvement, contrairement aux scaphandriers classiques,
pour aller où ils veulent une fois qu'ils sont au fond et ils peuvent y rester 3-4 heures. Ensuite, ils remontent dans la station abyssale à l'aide d'un ascenseur pressurisé et dans la station, ils vivent à la pression des grands fonds. Ce qui leur évite d'avoir des paliers de décompression tous les jours. Tous les paliers de décompression, ils les feront en une fois à la fin de l'expédition entre le 25 et le 28 juillet. Certains sites sur lesquels nous allons pendant l'expédition, nous les connaissons un peu. Nous y sommes allés 5-10 minutes pour ensuite avoir 3 heures de palier. Et là, pour la première fois, on va pouvoir y passer 3-4 heures, ce qui va permettre aussi la mise en place de protocoles scientifiques plus complexes qui mettent du temps à être déployés et qu'on ne peut pas faire en 5 minutes, ou même avec un ROV qui n'a pas la dextérité, la précision et l'œil naturaliste qu'ont nos plongeurs. Laurent Balesta s'est entouré de 3 autres plongeurs expérimentés d'Andromède Océanologie, Thibaut, Yannick et Antonin. L'expédition Gombessa 5 a débuté il y a à peine une dizaine de jours et l'heure est aux premières découvertes pour le moins inattendues. Ça a commencé dès le premier jour, peut-être comme un petit cadeau pour nous encourager. Dès le premier jour, première plongée, on a eu des calamars de très grande taille, les mâles faisaient 1 mètre de long, qui, sous nos yeux, pendant, je ne sais plus combien de temps on a plongé, 2h30, n'ont cessé de s'accoupler. Alors chez les calamars, ça va très vite, on s'accouple et on pond immédiatement. Donc on a eu une succession d'accouplements de pontes, C'était inespéré, ça n'a jamais été observé sur cette espèce. Et ça a été le premier jour, alors ça a démarré très bien. Voilà, ça a démarré très bien pour les observations. Pour la plongée elle-même, bon, c'est quand même assez rude. Il faut voir que ces profondeurs, encore une fois, que l'on prétendait déjà connaître un petit peu, mais dans lesquelles on ne faisait que des incursions, on n'avait jamais mesuré qu'il restait longtemps. C'est très dur physiquement, en fait, parce que la température est assez basse, mais le fait de ces hautes pressions, le fait de respirer de l'hélium en grande quantité, ça accélère la perte calorique. En gros, c'est comme si l'eau était 10 degrés plus froide qu'elle n'est quand on met juste le thermomètre. Donc les plongées sont quand même très éprouvantes. Mais elles payent toutes. Ça fait que 10 jours, mais c'est déjà un long voyage pour nous. Une équipe composée de 25 spécialistes s'occupe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 des 4 plongeurs. Le responsable de la barge n'est autre que le grec Théo Mavrostomos qui détient le record de plongée à moins de 701 mètres. L'aventure est donc très bien encadrée. On doit surveiller les paramètres de gaz, d'oxygène, de CO2, de température, d'hydrométrie, de profondeur aussi. Et on est responsable de leur vie. Si on faisait une faute, ça pourrait leur coûter la vie. Mais ils ont très peu d'oxygène parce que l'oxygène en surface, on a à peu près 21% d'oxygène. Et en profondeur, quand on descend, quand on est pressurisé, l'oxygène est multiplié aussi. C'est-à-dire il y a un bar tous les 10 mètres de plus. Donc on est obligé de le diminuer, nous, par rapport à la pression où on va les mettre, à la pression vie où on va les mettre dans le caisson. Même s'ils avaient un problème aujourd'hui, là aujourd'hui ils sont à 70 mètres, même s'ils avaient un problème ou s'ils décidaient de piquer une crise, de dire moi je veux sortir aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Il faudrait 3 jours de décompression. Sinon, ils meurent parce que le gaz qu'on a dans les vaisseaux, qui circule dans les vaisseaux, c'est des microbules à cette profondeur, mais s'ils remontaient de suite, ils deviendraient gros comme des ballons de foot. Et ça arrêterait toutes les circulations et ça exploserait. L'expédition Gombessa 5 est à suivre sur la page Facebook et YouTube aux adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Retour sur la terre ferme avec une soirée de prestige, le grand cordon d'or de la cuisine française célébré en début de semaine ses 50 ans. Un anniversaire en présence de grands noms de la gastronomie française, dont le prince souverain, président d'honneur de la confrérie. Regardez plutôt ce reportage, il est signé Alexandra Pani. Coup d'envoi d'une soirée exceptionnelle, le 50e anniversaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Chaque année, ce gala est l'occasion de réunir des grands noms de la cuisine, mais également de fins gastronomes autour de leur passion commune. La confrérie du Grand Cordon d'Or est née
d'une amicale de cuisiniers et de pâtissiers qui s'appelait La Gousse d'Ail, qui s'appelle toujours La Gousse d'Ail, qui a vu le jour il y a 113 ans exactement. Et puis il y a quelques années, donc il y a 50 ans, M. Vaseli, qui était alors président de La Gousse d'Ail, décidait de dire qu'il faut donner un peu plus de prestige à notre association et puis faire quelque chose d'autre. Donc est né le Grand Cordon d'Or, effectivement, rien que le nom est plus prestigieux, bien entendu. Le conseiller magistral des Toques Blanches de la Principauté de Monaco est très heureux de vous remettre le Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Moment très attendu de la soirée, l'intronisation de nouveaux membres. Cette année, ils étaient au nombre de 18. Je suis un enfant du pays, je suis d'ici depuis tout petit, j'ai fait mes études ici. Je l'ai emporté ce concours en 96 et pour ne pas perdre de contact, je suis toujours resté avec mes anciens professeurs et avec le Cordon d'Or jusqu'à cette année. On m'a proposé et on m'a offert avoir le privilège de venir et être membre, donc j'ai tout de suite accepté et je suis vraiment très fier. Le menu de la soirée était confectionné par le chef du Monte Carlo Sporting Club, Richard Rubini, et sa brigade. Le groupe de danse Élégance a ensuite animé la soirée autour d'un spectacle haut en couleurs. Cette soirée était également tournée autour d'une très belle cause. Cette année, les membres de la confrérie ont souhaité mettre à l'honneur la Fondation Flavien qui a vu le jour en 2014 et qui lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. L'occasion pour nous de faire un point sur les avancées de la recherche avec son fondateur, Denis Macario. Il y a déjà eu une première publication en janvier-février qui a statué sur les 3 années de travaux qui ont été faits avec le centre scientifique pour la première convention de 3 ans. Là, elle est dans le starting block, on renouvelle, on passe la vitesse supérieure, on va entamer donc un 400 millième euro de reversé dans pas longtemps, quand il y aura la convention qui sera signée. En tout, à la recherche, on aura reversé cette année 143 000. 143 000 rajoutés aux 400 000 est déjà versé, donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Le demi-million est dépassé en 5 ans et c'est déjà pas mal. On essaie de mettre une pression saine sur les chercheurs pour dire qu'il faut informer, il faut vulgariser ce dialogue de la recherche. C'est un monde, non pas tabou, mais c'est un monde qui est à la portée de tout le monde. Mais il faut que les chercheurs se mettent à notre portée à nous, parents, pour expliquer leur travail qui est vraiment très scientifique par moment, mais très abordable, dès qu'on connaît les mots classiques. Et là, ça fait qu'il va y avoir une biennale en janvier de cancérologie pédiatrique à l'intérieur de la biennale de cancérologie adulte. Et là, c'est énorme. C'est énorme. On va avoir une après-midi rien que pour nous et rien que pour les enfants, pour expliquer nos travaux. Un concert a été donné dimanche en l'église du Sacré-Cœur. Des œuvres pour orgue et le Stabat Mater de Pergolèse. José Sacré y a assisté. Son reportage. Dans la très belle église du Sacré-Cœur à Monaco a eu lieu dimanche 7 juillet un concert au profit de la rénovation de la décoration de l'orgue. Étant donné que c'est une église qui a été édifiée par un Italien, Padre Ricci, et le fait que je fréquentais l'église, ça m'a permis de découvrir un orgue magnifique, un cadeau qui a été fait bien évidemment par le gouvernement il y a 3 ans. Et dans le cadre de la décoration de l'orgue, de l'achat des derniers instruments et registres de l'orgue, nous avons décidé avec l'association Souverain Ordre Chevalier de Justice, qui est rattachée au Grand Prieuré de Russie, dont je suis le porte-glaive, de soutenir cette initiative. Au programme de ce concert, des œuvres pour orgue et flûte traversière, interprétées par Isabelle Haquette, flûte, et Jean-Christophe Ornargues, organiste-compositeur titulaire de l'orgue du Sacré-Cœur. Jean-Christophe Ornargues a publié récemment 2 CD enregistrés sur l'orgue de l'église du Sacré-Cœur et pour certaines pièces sur l'orgue de l'église de Saint-Charles. Le premier donc s'appelle Monte Carlo Toccata, qui est un double CD comprenant toute une série d'œuvres que j'ai écrites. Et le deuxième CD, c'est un CD d'œuvres choisies pour flûte traversière et orgue de l'époque romantique et impressionniste. Voilà.
que j'ai sélectionnées, des œuvres qui sont inédites pour la plupart. Et donc c'est vrai que ces deux ont eu d'excellents retours jusqu'à présent par les différents critiques musicaux. En deuxième partie de ce concert a été donné le célébrissime Stabat Mater de Pergolèse sous la direction de Yuri Medianik. C'est une des œuvres plus célèbres du XVIIe siècle et justement nous avons pensé que c'était le cadre adapté pour la soirée. Et pour cela nous avons demandé à un grand directeur d'orchestre russe, Yuri Medianik, un jeune directeur d'orchestre mais qui est très compétent et très connu, de venir diriger l'ensemble d'artistes, Katerina Tournaeva et Maria Mikhailova, qui sont les deux sopranos qui viennent de Russie, et un ensemble de joueurs qui viennent d'Italie, qui vont jouer ce soir Stabat Mater. Cette année, le Grimaldi Forum voit les choses en grand et après avoir inauguré il y a une semaine de cela l'exposition consacrée à Salvador Dali, hier soir avait lieu la présentation de la seconde exposition star de l'été, Chômé en majesté, tour d'horizon avec Alexandra Pani et Orazio Gaggino. Quel plus bel écrin que Monaco pour exposer 250 trésors de la maison Chômé. Après Pékin en 2017 et Tokyo en 2018, c'est ici, en principauté, que l'emblématique maison a choisi de dévoiler des pièces rares dont certaines sont exposées pour la première fois au public. Pièces historiques, joyaux, spectaculaires, ces bijoux sont issus de près de 15 prestigieux musées et d'une quarantaine de prêteurs privés. Pour nous conter l'histoire de ces objets de légende, qui de mieux que deux grands spécialistes des maisons souveraines, Stéphane Bern et Christophe Vachaudet. L'exposition s'ouvre sur un mur de maquettes de diadèmes, objet phare de cette exposition. Il est l'emblème du pouvoir monarchique. Le couple Napoléon Ier et Joséphine seront les premiers grands clients de l'histoire de Chômé. Maître dans l'art du bijou de tête, Chômé devient le joaillier de nombreuses cours européennes. Le parcours invite ainsi à la découverte de l'histoire de ce bijou culte qui fascine à travers les siècles. Objet qui se transmet de génération en génération, il se transformera au gré des modes et des époques. Le diadème est un accessoire sans cesse réinventé, accompagnant l'évolution de la silhouette féminine. Le diamant a beau être le meilleur ami de la femme, le diadème quant à lui ne laisse personne indifférent. Vous avez jusqu'au 28 août pour réaliser ce délicieux voyage dans le temps et vous laisser aller le temps d'une visite à vos rêves de princesse. Vous l'avez aperçu dans ce reportage, Stéphane Bern est le co-commissaire de cette exposition Chômé en majesté. Émilie Rousseau l'a rencontré à l'Hôtel de Paris. Il est notre invité du week-end. Merci si vous venez de nous rejoindre sur Monaco Info. Nous sommes avec notre invité du week-end, Stéphane Bern. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Homme de médias, homme de culture, vous êtes aujourd'hui co-commissaire de l'exposition Chômé en majesté. On va tout d'abord parler de la maison Chômé. C'est l'une des plus anciennes joailleries parisiennes. C'est non seulement l'une des plus anciennes, mais dont l'histoire évidemment est singulièrement attachée à l'histoire des diadèmes. Les diadèmes, évidemment, c'est symbole de pouvoir, symbole d'histoire aussi, et c'est un symbole très important. Et donc, ça remonte à 1780, c'est Nitto qui était le joaillier. Une légende raconte que Nitto a sauvé Napoléon Bonaparte d'un accident de carrosse. Et ses chevaux s'étaient emballés, il allait perdre la vie, et Nitto s'est interposé pour retenir le cheval par la bride. Et Napoléon s'est souvenu de Nitto, qui était déjà joaillier, donc en 1780, il s'est souvenu de lui au moment où il devient l'empereur. Et il commande à Nitto toutes les parures pour en quelque sorte accompagner son règne, les parures pour l'impératrice Joséphine et pour toutes les dames de la cour. Et c'est évidemment ce qui va être le sacre de ce joaillier,
parce que Napoléon comprend qu'au fond, le diadème le rattache à l'histoire, à une histoire très ancienne, même à la Grèce antique, puisque le diadème, diadéma en grec, ce qui couronne, vous savez qu'on couronnait les vainqueurs, les athlètes, les savants, les musiciens, bref, tous ceux qui avaient du talent et qui réussissaient. Et donc, Alexandre le Grand est le premier à avoir consacré en quelque sorte le diadème comme la dignité royale. Et voilà que Chaumet, la maison Chaumet, depuis 1780, fait des diadèmes à une vraie légitimité pour le faire. Et on réunit ici, à Monaco, au Grimaldi Forum, la plus grande exposition jamais réalisée par Chaumet autour de toutes ces pièces historiques. Il y a eu des expositions Chaumet, il y a eu des expositions à Pékin, à Tokyo, mais là, le challenge, qui était celui que Jean-Marc Mansveld nous a lancé, à Christophe Vachaudet et à moi, je veux la plus grande exposition Chaumet jamais réalisée. C'est-à-dire, réunissez-moi le plus grand nombre de pièces historiques. Et donc, il a fallu partir à la chasse au trésor, c'est-à-dire aller demander à des familles qui n'avaient jamais sorti des bijoux, j'allais dire de famille, en tout cas, n'avaient sorti leur trésor, eh bien, d'abord les pister, ensuite les convaincre de les prêter. Et voilà, cette exposition maintenant est le clou de la saison monégasque. Je crois que c'est une exposition qui fera date. D'ailleurs, beaucoup de prêteurs, de collectionneurs sont venus ici à Monaco, ont commencé à la voir en avant-première et se disent « mais on veut que cette exposition circule dans le monde entier ». Mais le point de départ, c'est le Grimaldi Forum et c'est Monaco. Et ce diadème qui est l'emblème de cette affiche de l'exposition aussi. Cette exposition a été présentée à Pékin et à Tokyo. Vous l'avez dit, il y aura des pièces uniques. Comment justement on convainc des familles, des musées à prêter leur collection pour cette grande exposition qui n'a pas été présentée en Europe? Vous l'avez dit aussi depuis longtemps, la Maison Chaumet n'avait pas organisé d'exposition en Europe depuis plus de 20 ans. Oui, exactement. Ça fait très longtemps que Chaumet n'avait pas fait d'exposition en Europe. D'abord parce que la clientèle aujourd'hui qui achète des diadèmes est plutôt asiatique, il faut le reconnaître. Mais tout de même, le diadème est né en Europe. Et donc, c'était important. Pourquoi alors, déjà, ce qu'il fallait, c'est convaincre les familles royales. Les convaincre d'abord parce que Chaumet est une marque. Chaumet est, comme les familles royales, très ancré dans les traditions. Ça remonte, comme je vous l'ai dit, à 1780 et puis au sacre de Napoléon. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est l'ironie de l'histoire. Napoléon a répudié Joséphine parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfants. Et en fait, tous les descendants des familles royales appartiennent à la lignée de Joséphine de Beauharnais. Et c'est comme cela que les bijoux de Joséphine se retrouvent dans toutes les cours européennes, en Suède, au Danemark, au Luxembourg, en Belgique. Les bijoux Chaumet sont partout. Et donc, il fallait les pister, puis ensuite convaincre les familles royales, ou les autres familles aristocratiques, parce que Chaumet il n'y a pas que des bijoux qui ont été faits au début du 19e siècle, tout au long du 19e et même du 20e siècle. Donc c'est d'abord la réputation de Chaumet, c'est le savoir-faire en diadème, voilà, c'est la maison qui sait faire des diadèmes et qui en a toujours fait. Et puis, je ne sais pas, avec Christophe Vachaudet, on a quelques connexions avec les familles royales. Et puis, il faut le reconnaître aussi, le haut patronage de Son Altesse Sérénissime, le prince souverain de Monaco, agit aussi comme un gage de sérieux. Et voilà, donc je crois que ça inspire confiance, et à raison. Et j'ai eu la chance de voir l'exposition, et tous les monégasques pourront la voir tout au long de l'été. C'est quelque chose d'unique, c'est magique, on entre dans un univers. Vous savez, je dis toujours que le diadème a quelque chose de magique. D'abord, on raconte une histoire. C'est magique parce que le diadème est symbole de pouvoir, de majesté, de sacralité. C'est aussi le couronnement de l'amour. Souvent, les jeunes filles, alors selon la naissance évidemment, mais ça peut être une couronne de fleurs qui retient le voile de la mariée, mais cette couronne peut être agrémentée de quelques bijoux, et puis ça peut être un diadème, comme dans les familles aristocratiques ou royales. Donc c'est le couronnement de l'amour. Et puis c'est aussi, le diadème, c'est l'expression aussi c'est comme un talisman magique. D'ailleurs, il y a le diadème qu'on a obtenu comme prêt de la grande duchesse de Luxembourg, son diadème art déco en pavé de diamants avec un cabochon en émeraude. Eh bien, c'est le diadème qui a inspiré Wonder Woman. Et Wonder Woman, eh bien, elle tient de son diadème ses pouvoirs magiques. Donc, en quelque sorte, on peut dire
que le diadème permet une transfiguration. Tout d'un coup, vous devenez une autre. Vous êtes une jeune fille moderne, contemporaine, vous vivez dans la société. Tout d'un coup, on vous met un diadème sur la tête, vous vous comportez autrement. Vous le portez d'une certaine manière, le port de tête, la démarche, l'allure, tout est transfiguré chez vous. Et je crois que c'est cela qui est magique avec ces diadèmes. Là, on les a rassemblés, il y a quelques 250 pièces historiques, mais surtout, on les a mis dans un écrin, le Grimaldi Forum, et avec une scénographie qui met en avant et met en scène des tableaux, des dessins, des objets, pour qu'on comprenne l'influence qu'ont eu les diadèmes dans l'histoire de l'Europe. Et vous savez, il y a un lien entre la maison Chaumet et la principauté de Monaco. Parce que Monaco, c'est aussi une dynastie qui règne depuis 7 siècles. Alors évidemment, il y a des pièces de la collection princière qui sont des pièces Chaumet. Il y a par exemple des oiseaux qui appartenaient à la princesse Grace. Il y a aussi un très beau collier qui appartient à la princesse de Hanovre. Donc il y a des pièces qui appartiennent aux collections princières. Mais c'est aussi raconter cet ancrage dans l'histoire. Monaco est un pays moderne qui évolue avec son temps et avec son époque, et pour autant qui a des racines très anciennes. Chaumet, c'est pareil. C'est-à-dire que la jeune fille qui rêve de Chaumet, c'est une fille contemporaine, mais qui a un ancrage, qui aime cet ancrage dans l'histoire aussi fort et aussi puissant que l'histoire monégasque. Vous parliez de la principauté, justement. Cette exposition a aussi une saveur particulière pour vous. On connaît vos liens aussi avec la famille princière. Donc c'est un petit peu particulier pour vous de présenter, comme vous l'avez dit, sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, cette exposition. Oui, comment vous dire, je reviens à la maison, je me sens chez moi à Monaco, je me sens très bien à Monaco, l'accueil des Monégasques est toujours merveilleux, surtout je défends cette principauté, j'aime ce pays, j'aime le fait que les Monégasques sont très fiers d'être Monégasques, sont très fiers de leur identité, de leur histoire, de leur culture, et aussi très fiers d'avoir une famille princière qui depuis 7 siècles garantit leur indépendance et leur identité. Donc je suis assez chatouilleux, moi aussi, quand on sur la souveraineté monégasque. Donc je suis très heureux d'être à Monaco. Et cette exposition, je trouve je travaille en plus de façon assez concrète avec le Grimaldi Forum. Comme vous le savez, j'ai accompagné une exposition, j'ai été co-commissaire d'une exposition qui est partie à Pékin et qui va ensuite circuler. Je peux vous annoncer que bientôt on la verra à Paris, et donc que le prince souverain inaugurera, et donc les trésors des princes et princesses de Monaco, qu'on a fait voyager du Grimaldi Forum jusqu'à Pékin, qui ensuite ira à Paris. Donc voilà, il y a un lien très fort avec Monaco, avec le Grimaldi Forum, et le hasard a voulu que Chaumet me confie avec Christophe Vachaudet cette exposition au Grimaldi Forum. C'est pour moi l'occasion de montrer aux Monégasques une exposition unique. Alors évidemment, ce n'est pas un travail que j'ai fait tout seul. C'est un travail avec Jean-Marc Mansvel, le patron de Chaumet, mais aussi avec Christophe Vachaudet, le co-commissaire, et puis avec toutes les équipes de Chaumet. Vous savez qu'il y a 200 personnes de la maison Chaumet qui sont ici. À la fois parce que pour rencontrer les clients, pour rencontrer les prêteurs, il y a des personnalités, certaines un peu secrètes, d'autres plus connues, et qui ont prêté des œuvres pour cette exposition. Et surtout, ils aiment Monaco. Et ils sont tous très heureux que Monaco soit le point de départ de cette exposition qui est unique. Il faut que Monaco ait une principauté unique. Il fallait que l'exposition soit unique. Et donc, elle est gravée, j'allais dire, dans le papier, avec l'encre, grâce à un catalogue magnifique. Mais je ne sais pas si elle va voyager, parce que vous savez que les prêteurs, il faut leur demander chaque fois. Certains ont prêté parce que c'est Monaco. Et si j'ai accepté, c'est aussi parce que c'est Monaco. Et je crois que j'ai envie de dire, et c'est l'occasion que vous m'offrez, de dire aux Monégasques, soyez fiers de votre petit pays, qui est petit par l'espace géographique, mais grand par son rayonnement international. Comme le disait le prince Régnier III, justement. C'est exactement. Voilà, c'est 2 km², mais qui rayonnent dans le monde entier. C'est magique, c'est comme un diadème, si vous voulez. Ça fait rêver le monde entier. Et il faut garder cette part de rêve. On peut épouser la modernité. On peut construire, on peut s'adapter, mais il faut garder cette part de magie, cette part de rêve qui est en nous. Vous savez, ce monde est devenu assez laid. Il faut le reconnaître qu'il y a peu de choses qui nous enchantent, qui nous font rêver.
Et Monaco, comme les diadèmes, continue de nous faire rêver. Donc je crois qu'il y a là un mariage, un alliage qui est parfait et qui se trouve tout l'été au Grimaldi Forum. Tout l'été jusqu'au 28 août à découvrir. Chaumet en majesté. Merci beaucoup Stéphane Bern. Merci beaucoup à vous. Merci et à très bientôt. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les prochains jours. La journée de samedi sera marquée par l'arrivée de nuages, présence qui devrait persister au fil de l'après-midi. Le mercure ne dépassera pas les 30 degrés. Dimanche, un risque d'orage n'est pas à écarter. Lundi, ciel nuageux avant un retour du plein soleil mardi. Des orages sont prévus mercredi. Les températures ne devraient pas dépasser les 30 degrés pour les jours à venir, mais pensez toujours à vous hydrater et à privilégier les lieux frais aux heures les plus chaudes. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Monaco Info.